Alors, compte tenu du film dont on va parler aujourd'hui, j'avais d'abord envisagé de faire l'épisode en ASMR, sauf que je pense que 99% des gens auraient détesté la vidéo et du coup on aurait eu que des pouces rouges. Et puis après je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de le faire en langue des signes. Sauf que, en fait, la langue des signes, c'est vachement long à apprendre, donc je me voyais pas faire ça. Et pour ceux qui se posent la question, ce que j'ai fait en langue des signes à la fin de l'épisode précédent, c'était un peu approximatif. Il y a plein de trucs qui n'étaient pas vraiment de la langue des signes. Enfin bref. Sans un bruit est un film d'horreur et de science-fiction états-unien sorti le 20 juin 2018, réalisé par John Krasinski, qui est aussi scénariste, acteur et producteur du film, et je parlerai de lui plus en détail à la fin de la vidéo. Vous connaissez la musique. Le film commence le 89e jour. Le 89e jour de quoi? On n'en sait rien. Les rues des villes sont vides. Pas âme qui vive. Sur les tableaux, on peut voir un nombre alarmant de disparus et il semblerait que la population entière se soit envolée. Ah, il y a des gens tout de même. Il s'agit de la famille Abbott. Papa s'appelle Lee, maman s'appelle Evelyn, la fille aînée s'appelle Regan, le plus grand des garçons s'appelle Marcus, et le dernier, Beau. Ils cherchent des médicaments pour soigner le grand qui est malade. Mais ils ont tous l'air de marcher sur des œufs sans qu'on sache vraiment pourquoi. Ils font le moins de bruit possible et parlent tout le temps en langue des signes. Bon, pour Regan, c'est normal. Elle est sourde et son appareil cochléaire n'a plus de batterie. Mais pourquoi tous les autres se parlent comme ça? Tout le monde est sourd? Mais attends, pourquoi le petit parle de s'enfuir avec une fusée? S'enfuir où? Et pourquoi? Ah, tu poses trop de questions. T'es casse-pied. Attends de voir ce qui se passe. C'est fait exprès, c'est pour faire monter la curiosité chez les gens. Ceux qui l'ont pas vu attendent qu'une chose, c'est que je leur dise ce qui se passe. Et ceux qui l'ont vu, eux, ce qu'ils attendent, c'est que j'arrête de faire semblant et que je dise enfin ce qui se passe. Quoi qu'il arrive, leur cerveau les pousse à attendre le moment qui va les soulager, le moment où je vais dire « Ah, ok, il y a ce truc-là ». Tous ceux qui savent ce qui se passe dans le film vont dire « Ah, putain, enfin, il l'a dit. Ah, ça fait déjà 10 minutes. Bon, je vais rester jusqu'au bout, alors. » C'est de la manipulation, ça. Et alors que Lee revient avec plein d'appareils électroniques dont il utilisera les pièces pour bricoler sa radio, il y a un coup de flip. Oh là 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 là, il a une fusée. Pourquoi on doit avoir peur d'une fusée? Ok, donc manifestement ils doivent pas faire de bruit, même les journaux le disent, mais on sait pas pourquoi. La petite famille rentre ensuite chez elle en empruntant un chemin de sable pour pas faire de bruit. Et en plus ils sont pieds nus. D'accord, alors il y a vraiment un truc avec le... Oh la vache. Alors le ballast des voies ferrées pieds nus, ça doit pas être des vacances, hein. Et soudain... Mais attends, je comprends pas. Pourquoi la fusée fait du bruit? La gamine, elle a enlevé les piles? Non, en fait, il les a prises quand tout le monde était parti du magasin. Ah, saleté de môme. Regan comprend pas ce qui se passe vu qu'elle entend pas le bruit du jouet, mais elle se doute qu'il y a un truc en voyant le visage de sa mère sans les dire de peur et son père détalé comme un dératé vers son petit frère. Nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Oh. La première fois que j'ai vu ce film, j'étais pas père encore. Maintenant, je le vis autrement. 393 jours plus tard, on retrouve la famille dans une ferme et depuis le temps, ils s'y sont bien installés. Ils ont des cultures, une salle de radio pour contacter les autres survivants. Bon, il y en a pas lourd, mais on sait jamais. Le sous-sol de la grange est un abri insonorisé fermé par un matelas. Et à l'extérieur, ils utilisent un système de guirlandes pour communiquer et pour voir la nuit. Bref, la vie a l'air relativement simple. Ah, et Evelyn est de nouveau enceinte. Bon, attendez, ok, je veux bien, les contraceptions n'existent plus. Maintenant, faire un enfant dans un monde comme ça, ça tient plus de la folie qu'autre chose. Parce qu'un bébé, ça pleure. Mon cœur. Quoi? Et si on faisait un enfant? Hein? Chut. Ça va pas, non? Des enfants, on en a déjà fait 12. On les a tous perdus. Dès qu'ils se mettent à pleurer, c'est foutu. Mais on est préparé cette fois-ci, il y aura pas de bruit. Non! Arrête d'insister, on fera pas d'enfants, merde! Puis je sais pas comment tu fais pour avoir envie d'avoir des enfants. T'as encore des sensations, là? Bah oui, ça va. Sérieux? Ouais. Putain, moi j'ai l'impression d'être un postier qui met une lettre de 20 grammes dans une boîte aux lettres ouverte. En même temps, si le postier avait un colis à la place d'une lettre.
Cela dit, ils ont tout prévu pour l'arrivée du bébé. Alors, ils ont pas peint une chambre en bleu ou en rose et acheté un lit. Non, là c'est plutôt caisse en bois insonorisée et bouteille d'oxygène. C'est spartiate, mais il faut ce qu'il faut. Le soir, c'est poisson à la vapeur. Lee a, comme tous les soirs, prévenu les voisins qui sont toujours vivants et rejoint la famille pour manger. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié de le dire. Pour éviter le bruit que fait la vaisselle, les couverts, etc., ils mangent dans des grandes feuilles. Ce qui veut dire d'ailleurs que quand on te demande de finir ton assiette, tu finis vraiment ton assiette. Après le repas, les enfants jouent au Monopoly pendant que les parents font des trucs de parents. Sauf qu'en voulant éviter de payer le loyer d'une case qui appartient à sa sœur, Marcus fait tomber une lampe à huile dans un fracas assourdissant. Lee se précipite pour éteindre les flammes et tout le monde se met en mode roi du silence. Parce que dehors, il y a de l'agitation. Bah, désolé, hein, mais vous vous rendez bien compte qu'avec un film où le moindre bruit vous met en danger, on peut pas éviter ce genre de choses. Une fois le danger écarté, les petits vont se coucher et Evelyn rejoint Lee dans le sous-sol de la maison. Concrètement, le sous-sol, c'est son atelier et le centre de contrôle de la zone. Il y a des caméras de surveillance, une installation radio... Après 400 jours, il y a encore de l'électricité. Bah apparemment, oui. C'est un peu tiré par les cheveux. C'est comme ça dans tous les films post-apocalyptiques, que ce soit L'Armée des Morts, Je suis une légende, il y a toujours des trucs qui sont impossibles. Je veux dire, même en vrai, par exemple, si ça se passait en France, les centrales nucléaires, elles exploseraient au bout de quelques semaines. Même pas, peut-être au bout de quelques jours. C'est toujours un peu tiré par les cheveux, mais sinon, il n'y a pas de film, je vois pas l'intérêt. Et c'est aussi l'endroit où il travaille sur l'appareil de la petite Regan, histoire qu'elle puisse un jour entendre de nouveau. Et comme ça lui prend la tête, Evie lui offre un petit moment de bonheur et d'insouciance. Enfin, ça dépend de la musique qu'on utilise. Le lendemain, après que Lee ait empêché Regan de descendre au sous-sol, et qu'il lui est formellement interdit d'y aller, il lui donne son appareil et lui demande de le tester. Mais elle en a tellement marre que les tests se soldent par des échecs, qu'elle lui demande clairement d'arrêter de travailler dessus. Quoi qu'il arrive, il lui donne quand même, et il part à la pêche avec Marcus. Et d'ailleurs, ça la met grave en rage, parce qu'il veut pas qu'elle vienne avec eux. Du coup, elle va se recueillir sur la tombe de son petit frère. Le père et le fils récupèrent les poissons pris dans une nasse, et lorsque l'un d'eux s'échappe dans un bruyant clapotis, le petit flippe à l'idée que les créatures débarquent. Sauf que son père lui montre que le bruit de l'eau couvre suffisamment les autres pour qu'il ne se fasse pas repérer. Et il lui montre qu'ils peuvent même parler sous une cascade sans risque. Bah heureusement que c'est une cascade. Parce qu'une cascade, ça s'arrête rarement. Par contre, la musique... Je dis, c'est de la merde cette soirée. Pendant ce temps, maman s'occupe de la lessive. Et ça paraît anodin, mais en montant l'escalier, un des sacs s'accroche à un clou. Et plutôt que de regarder ce qui la bloque, elle préfère forcer comme une bourrine et finit par redresser le bout de métal qui pointe fièrement sur la marche, pile à l'endroit où ils sont censés poser le pied. Qui a foutu ce putain de clou là ? Faut être un vicelard, hein. Parce que le clou, il est au milieu de la marche, et en plus, il est enfoncé dans l'autre sens. Qu'il soit dans ce sens-là, à la rigueur, je veux bien, mais là, comme ça, faut être une ordure. Le mec qui a fait l'escalier, là, faut lui mettre une radio autour du cou avec de la techno, et faut le lâcher en pleine forêt. Hein. Après avoir étendu son linge, elle monte dans la chambre de leur défunt fils, et le pleure de nouveau. En même temps, on s'en remet jamais vraiment. Et comme si l'heure était au souvenir, Lee et Marcus parlent justement de la disparition de Beau. Tu lui en veux pour ce qui s'est passé? Non, Elle s'en veut beaucoup. c'est la faute de personne. Tu l'aimes quand même, non? Bien sûr que je l'aime. Faut que tu lui dises. Ils reprennent ensuite le chemin de la maison, mais vont tomber nez à nez avec un homme au pied duquel se trouve sa femme, vraisemblablement tuée par une bestiole. Lee sent la connerie venir et tente de dissuader le vieux de la faire, mais c'est peine perdue. Ils ont juste le temps de se planquer et assistent à la mise à mort du vieil homme par une des créatures qu'on a à peine le temps de voir.
Après le gros moment de flip, il rentre à la maison à la nuit tombée et constate que les lumières rouges sont allumées, ce qui veut dire qu'une des bestioles est là. Mais revenons un petit peu en arrière. Evelyn a perdu les os. Elle est descendue dans le sous-sol, mais en tombant dans le piège de Kevin McAllister... Franchement, à chaque fois que je regarde le film, j'ai mal pour elle. Vous vous rendez compte, une pointe de cette taille-là qui vous rentre dans le pied, ça doit faire un mal de chien pas possible. Surtout qu'en plus, elle peut pas crier, ni dire des gros mots. Elle a lâché un cadre photo et sa chute a attiré une bestiole qui fouille maintenant la maison. Oubliant la douleur des contractions et son pied en sang, elle allume les lumières rouges, pose un minuteur de cuisine dans un coin de la pièce et se planque à l'opposé. La bestiole descend ensuite dans le sous-sol et apparemment elle a vraiment l'ouïe fine, parce qu'elle entend le minuteur comme s'il était dans son oreille. Quand il sonne, elle devient dingue et Evelyn profite de la diversion pour monter à l'étage. Ah putain, il y en a un autre. Bon, le petit arrive, alors il faut se mettre en sécurité. D'accord, donc au final, oui, elle n'a pas d'autre choix que de se foutre dans la baignoire et d'entamer le travail. Et tout ça sans péridurale? Ça doit être une torture. Ah oui, t'en sais quelque chose. D'ailleurs, elle a de la chance que ça arrive vite, parce que des fois, il y a des contractions qui durent un sacré moment. Comme par hasard, dans le film, ça se passe bien et vite. Bon, enfin, ça se passe bien, ça se passe bien. Elle a quand même 2 bestioles qui se repèrent au son qui lui tournent autour. Hein. Par chance pour elle, Lee a demandé à Marcus de faire diversion. Et ça marche plutôt bien. Il récupère son fusil de chasse et court récupérer sa femme et son enfant, qui sont en forme vu les circonstances, et les planque dans leur abri insonorisé avant que les cris du bébé n'attirent. Et bah du coup c'est trop tard, la bestiole est déjà là. Il prend soin de la maman après avoir mis le petit sous oxygène dans sa boîte. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Non, enfin c'est moi, mais... Enfin, je trouve ça dur à voir, en fait, tu sais, le bébé dans un... C'est un espèce de cercueil, en fait, quand tu regardes bien. Un cercueil qui lui sauve la vie, mais un cercueil quand même. Enfin, c'est moi... Et apparemment pour elle, le postpartum a déjà commencé. Elle repense à leur dernier, qui s'est fait tuer, et culpabilise de ne pas l'avoir protégé. Si on peut pas les protéger, à quoi on sert? Tu dois les protéger. Ça fait réfléchir quand même, ça, hein. Bon, par contre, si vous avez pas envie de perdre les 2 autres, va falloir vous sortir les doigts des miches, hein. Parce que le Marcus est planqué sous le tracteur. Enfin, il se l'est d'abord spoté dans un premier temps, mais après il est allé en dessous. Mais par contre, Regan, qui a vu les feux d'artifice, est revenue à la maison. Et elle sait pas ce qui se passe. Et je rappelle qu'elle entend rien. Donc, en traversant le champ, elle s'arrête pour regarder si Marcus est au bout de la lampe dont elle voit le faisceau, mais elle entend pas l'aveugle au long bras déboucher des épis de maïs. Et là, surprise. L'ouïe des bestioles conjuguée à celle de l'appareil de la petite provoque des ondes qui les font fuir. Et maintenant, grâce à son implant cochléaire, elle capte une radio hawaïenne. Tu te rends compte? Le thème des monstres de l'été dans la tête 24 heures sur 24? Elle retrouve ensuite son frère et grimpe avec lui tout en haut d'un silo à grains pour signaler leur présence avec un feu. Le problème, c'est qu'il dure pas assez longtemps pour que Lee puisse les voir avec le système de surveillance de la maison. Dans le sous-sol de la grange, c'est les grandes eaux. Personne n'a pensé à fermer les tuyaux de la... Je pense que c'est une auge, enfin en tout cas c'est le truc où elle faisait son linge. Et du coup oui, je dis les tuyaux parce que manifestement il n'y a pas de robinet. Et la flotte a inondé l'endroit. Par chance, le petit flotte dans son plumard, mais il s'avère qu'une bestiole est avec eux. Alors, le plus silencieusement possible, elle récupère le bébé. Dans l'idée, il y a de l'eau qui coule, donc ça couvre ses déplacements. Mais le coup de la bestiole qui sort de l'eau, ça peut te foutre la trouille à hurler. Ensuite, elle se planque derrière une descente de flotte, mais la bestiole soupçonne sa présence et la suit. Heureusement, elle va lâcher l'affaire quand elle entend le bruit de Marcus qui tombe dans le silo à grains via une trappe qui a cédé sous son poids. Il a voulu retenir sa sœur qui voulait descendre du silo et a marché au mauvais endroit. Il y a encore du maïs dedans? Bah, faut croire, oui. Il devrait pas être pourri depuis 400 et quelques jours? J'en sais rien, je suis pas agriculteur, moi. Un silo à grains, c'est comme des sables mouvants. Tu peux t'enfoncer et en mourir. Et malheureusement, c'est ce qui risque d'arriver aux petits. Ah, tu vois, sur des sites d'agriculture, ils disent que le maïs peut se garder 1 an sans trop de pertes et dans les meilleures conditions. Bah, c'est bien. Et on recense environ 40 morts par ensevelissement dans les silos à grains par an dans le monde. Tu fais des conférences sur les silos à grains ou c'est comment? Spectateurs, spectatrices, vous aimez apprendre en vous amusant? N'hésitez pas à aller sur notre chaîne secondaire Culture avec un G. Et si vous avez envie de discuter avec nous et avec la communauté, on a un Discord tout nouveau tout beau qui a ouvert. Tous les liens sont en description, il y a juste à cliquer.
Une des portes de la trappe tombe près de lui, mais comme il est trop loin pour l'atteindre, sa sœur descend et la rapproche de lui. Et maintenant, c'est elle qui s'enfonce. Ah, bon, ça va, son frère arrive à la sortir de là. Oh putain, il y a la bestiole qui rapplique maintenant. Alors du coup, les gosses se planquent illico sous la porte. Alors là, par contre, on s'en fout de s'enfoncer jusqu'au cou dans du maïs. Hein. Et encore une fois, l'appareil de Regan sauve la situation. Pourquoi la bestiole s'enfonce pas dans les grains? En plus, comme elle est plus lourde, elle devrait couler encore plus vite. Non, t'as pas une réponse sur ça, toi? Les enfants quittent ensuite le silo de la peur et retrouvent leur père sous les yeux d'Evelyn, qui est descendue dans le sous-sol. Mais les retrouvailles sont de courte durée, parce que les monstres rôdent. Papa demande aux gosses de se planquer et se saisit d'une hache, mais une des bestioles est une petite futée. Voyant son père mis à mal, Marcus hurle et donne sa position à la créature qui attaque la voiture avec un tout petit peu de mollesse dans les bras, hein. Parce que la porte du silo, elle l'a tranché comme du beurre, mais là, une carrosserie de bagnole, c'est un peu plus difficile. Sûrement mue par la volonté de protéger ses enfants comme le lui a demandé Evelyn, Lee rassemble ses forces, dit je t'aime à sa fille, et elle en avait besoin, et se sacrifie pour que les enfants soient saufs. Bon, je sais que la scène est vachement triste, mais le coup du gamin qui relâche le frein à main et du coup la voiture qui descend la pente, là, ça devrait pas faire du bruit pour les bestioles, ça? Parce qu'une voiture, évidemment, allumée, ça fait du boucan. Mais même quand ça se déplace sans que le moteur soit allumé, ça fait quand même du bruit. Hein. Est-ce que, en fin de compte, ce serait pas un peu casse-gueule d'écrire un film où on n'est pas censé faire de bruit? Et finalement, non, parce que la bestiole a bien entendu le bruit de la voiture, étant donné qu'elle l'a suivi jusqu'à la maison où les gosses se sont planqués dans la cave avec leur mère. L'occasion pour Regan de voir que son père travaillait dur pour elle et qu'il faisait ce qu'il pouvait. Mais pas le temps de le pleurer, le monstre descend l'escalier à la recherche. Sinon, ce putain de clou là, à part l'autre quiche, y a personne qui se le prend? Même pas la bestiole? Bon, bref. La saleté descend, Regan comprend que son appareil lui brouille l'écoute, alors elle le met en route, parce qu'elle l'avait arrêté dans la voiture, j'avais oublié de le dire. La bestiole est mise à mal, et en le plaquant contre le micro de la radio, le son devient tellement fort que la bestiole tombe dans les pommes. Donc elle est morte. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié de parler de ça. Putain, j'ai vraiment écrit l'épisode avec mon cul. Hein. En fait, les bestioles, elles ont des pièces d'armure sur elles, ce qui fait que dans l'idée, elles sont plus ou moins increvables. Sauf que pour entendre, elles sont obligées d'ouvrir les pièces d'armure pour que le son passe. Et l'appareil de Regan, avec ses espèces d'interférences, il force les pièces d'armure à s'ouvrir. Ce qui fait que bah, c'est un point faible, en fait. Et là, il est vachement bien exploité. Et maintenant qu'elles savent ce que les bestioles craignent, la gamine met la radio à fond, maman recharge le fusil, et les voilà prêtes à en découdre avec les deux autres bestioles qui traînent dans le coin. Sans un bruit est un film original que j'ai trouvé vraiment bien foutu, mais qui nécessite qu'on laisse la logique et la crédibilité un peu de côté. Le scénario est une idée originale de Scott Beck et Brian Woods. Tous deux étaient encore à l'université lorsqu'ils ont eu l'idée d'une famille qui doit survivre dans un monde peuplé de créatures sensibles au son. Et leur volonté était de créer un film d'horreur différent de ce qu'on connaît. La première version faisait 67 pages et ressemblait davantage à un pilote de série qu'à un film, et elle ne contenait à l'origine qu'une seule ligne de dialogue. Lorsqu'ils ont proposé à John Krasinski de faire un film d'horreur, il a d'abord refusé. L'horreur, c'est pas son délire. Mais comme l'idée de la famille qui survit dans le silence lui a particulièrement plu, il a repris le concept en le développant davantage. Rapidement, il a choisi de réaliser le film et a posé deux conditions. D'abord, le tournage devrait se faire dans le silence, ce qui n'est pas anodin pour un tournage. Ensuite, Regan devait être interprétée par une actrice sourde et muette, question d'authenticité. Et pour la diriger, Krasinski a loué les services d'une traductrice qui signait les indications hors champ. Initialement, Krasinski ne pensait pas spécialement à Emily Blunt, sa femme, pour jouer le rôle. Tout s'est fait lorsque celle-ci a lu le script dans l'avion qui les menait à la rencontre des producteurs de Paramount. Malgré leurs appréhensions initiales de travailler ensemble, l'expérience a été extrêmement positive pour eux. Ouais, parfois c'est pas simple de bosser en couple. L'histoire du film est une péripétie de l'instant. On ne sait pas ce qui s'est passé. Maintenant, on peut le savoir via le dernier film qui est sorti, mais à ce moment-là, on n'en sait rien. On nous plonge direct dans un monde où le silence règne et où une famille fait ce qu'elle peut pour survivre. Émotionnellement, le film est très riche, et ça commence dès les 5 premières minutes. La perte du gosse, c'est rude. C'est montrer juste ce qu'il faut, mais merde, c'est dur à concevoir et à voir. C'est surtout l'impuissance du moment qui est terrible. On sent tout de suite que c'est peine perdue.
L'alchimie entre les personnages me paraît crédible, et les émotions des spectateurs sont quand même mises à rude épreuve, parce que la plus grande force de ce film, c'est sa mise en scène. Déjà, tout passe par les jeux de regard. La tristesse, la joie, la peur, l'appréhension. Ça paraît pas, mais jouer avec les yeux, c'est pas facile. Bon, c'est un coup à prendre, mais ça se fait bien. Et ces émotions jouées avec le regard amplifient l'atmosphère oppressante mise en place par le son. Le moindre bruit provoque un arrêt sur image. Tout le monde retient son souffle, et on attend de voir si le son sera mortel ou s'il passera inaperçu. Nous, dans un univers comme ça, on serait mort depuis longtemps. T'es sérieux là? Oui, bah je suis désolé, ça fait des mois que je me retiens. Et puis on n'arrête pas de bouffer des légumes, moi ça me fait péter comme un cheval. Oh, mais en plus ça pue! Mais pas forcément que des légumes pendant des mois, oui, bah oui. Ça fermente. Et la peur du son, on y est un peu formaté au fur et à mesure du film. J'ai constaté dans cette scène une réaction de ma part qui m'a surprise. L'arrivée de la bestiole m'a pas spécialement fait sursauter, mais le fait qu'il n'y ait pas de bruit m'a laissé penser que la situation était pas si grave. Sauf que du point de vue de la bestiole, on entend tout. Et là, mon cerveau a fait le lien entre bruit et danger. Et tout de suite, mes sens se sont mis en alerte. C'est un formatage similaire à celui du thème du requin dans Les Dents de la Mer. Quand il y a musique, on flippe. Quand il n'y en a pas, on est sur ses gardes, mais ça va. Bon, par contre, écrire un film avec des extraterrestres ultra sensibles au son, c'est un peu casse-gueule. Parce que ça amène son lot d'incohérences, mais aussi son lot de scènes qui ont été pensées uniquement pour l'effet waouh, au détriment de la crédibilité. Et venez pas me dire que dans un film avec des extraterrestres, on peut tout laisser passer. Parce que là, en l'occurrence, il y a que les extraterrestres qui sont hors du commun. Le reste du monde est régi par les mêmes lois que le nôtre. Clairement, vu le niveau d'audition des bestioles, il n'y a aucun moyen de survivre. Les battements de cœur, les froufrous des vêtements, même le bruit du sable quand on marche dessus, il y a moyen qu'elles l'entendent. Surtout qu'on nous montre bien que les bestioles entendent jusqu'au moindre petit bruit, y compris celui d'un minuteur caché au fin fond d'une pièce. Si t'entends ça dans l'idée, tu peux tout entendre. J'ai eu l'occasion de parler de ça avec un membre du Blabla Show il y a pas longtemps. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la chaîne du Blabla Show. De temps en temps, vous me verrez dans des émissions, mais c'est une bande qui parle de pop culture, de cinéma, etc. Et franchement, ils sont tous très sympas. On passe de très bons moments. Mais bref, le fait est qu'il me disait, je trouve ça très con qu'ils se soient pas installés à côté de la cascade, étant donné que le bruit de l'eau peut couvrir leur bruit. Alors, c'est vrai. Maintenant, j'ai envie de te dire, la ferme, bah, c'est plein de bâtiments, c'est aménagé, il y a de l'électricité, ils peuvent faire leur culture tranquille. La cascade, c'est vrai que ça couvre les bruits. Maintenant, si l'hiver est rude, ça s'arrête, et puis il faut construire une maison ou un abri, ou alors tu t'installes dans une tente. Mais une tente l'hiver, bonjour. Hein. Ah oui, par contre, putain, c'est vrai qu'elle aurait pu accoucher juste à côté de la cascade. Ah oui, c'est pas con, ça. Ouais, bon, c'est casse-gueule, un film comme ça. Question effet waouh et frisson scénaristique, il y a de quoi faire. Bon, déjà, l'accouchement. Faut être maboule pour tomber enceinte dans un monde pareil. Bon, une fois que c'est fait, tant pis. Mais alors, la scène de l'accouchement, qui marche très bien niveau mise en scène et tension, c'est quand même vachement tiré par les cheveux. Hein. Parce que quand elle hurle, malgré les feux d'artifice, nous, on l'entend. Alors je pense que les bestioles, c'est un peu pareil. Hein. Même chose pour ce putain de clou. Mis à part créer un moment de tension parce qu'on flippe à l'idée qu'elle hurle, et pour la faire encore plus douiller alors qu'elle a des contractions, je vois pas l'intérêt. D'ailleurs, le clou, il a aucune raison d'être là, et surtout pas dans ce sens-là. Alors certes, ça marche niveau émotion, mais niveau crédibilité, ça en prend un coup quand même. Pareil pour l'auge où il lave le linge. Pourquoi ça déborde? Il s'est passé quoi? On voit même pas une bestiole taper dessus ou quelqu'un laisser les tuyaux ouverts. Ça vient de nulle part, mais c'est juste pour créer une tension. Alors là, attention, je vais parler de la fin. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler, vous avancez un peu, je vous mets le machin comme d'hab. Alors je sais, c'est un peu chiant de trouver à y redire sur la scène du sacrifice de Lee. Franchement, la scène est poignante, il dit « je t'aime Harrigan » et tout, mais quand on voit que la pelle qui tombe attire la bestiole, il y avait vraiment besoin de mourir pour ça? Genre, je sais pas, tu peux pas jeter un truc loin pour que la bestiole le suive? Bon, la scène marche, il y a de l'émotion, ça passe. Mais c'est pas super crédible. Après, attention, quasiment tous les films font ça. Mais c'est vraiment dommage de rendre l'histoire moins crédible uniquement pour capitaliser sur l'émotion. Le film a été un énorme succès compte tenu de son faible budget. Pour 17 millions de dollars investis, il en a rapporté 340, dont 188 aux États-Unis. Il a été premier la semaine de sa sortie, malgré la présence de films comme Ready Player One et Black Panther.
En deuxième semaine, il a été détrôné par Rampage, dont on a déjà parlé sur la chaîne, mais concrètement ça s'est joué d'un rien. En troisième semaine, il est repassé premier, mais il a finalement laissé sa place en quatrième semaine au gigantesque Avengers Infinity War. J'ai l'impression de faire un classement du top 50. En France, il a eu un petit succès, étant donné qu'il a fait 647 000 entrées, mais c'est quand même pas si mal pour un film de science-fiction horrifique. Et à peu près un an plus tard, il y a le film Silence qui est sorti sur la plateforme Netflix, qui traite à peu près du même sujet, mais un peu différemment. Enfin, on verra ça dans un épisode consacré au film. Le fait que ce film ait un aussi bon rendu visuel pour un budget aussi limité montre vraiment qu'on peut bien faire sans que ça coûte une blinde. Et le pire, c'est que j'ai vite fait comparer les budgets des autres films de la saga, ils ont pas coûté cher non plus. Le tournage s'est fait dans différents lieux de l'État de New York entre mai et novembre 2017. Le lieu principal de tournage était la ferme. Le terrain que voulait la production devait obligatoirement avoir un champ de maïs. Or, la ferme que Krasinski a choisie n'en avait pas, et elle était même complètement en friche. Mais le lieu correspondait si bien que les producteurs ont mis la main à la poche pour retaper l'endroit et ont même embauché des agriculteurs locaux pour planter et cultiver les 20 tonnes de maïs nécessaires pour avoir un champ digne de ce nom. Je pense que le making-of de Sans un bruit est un de ceux qui m'a le plus appris sur l'envers du décor d'un film. Parce qu'on y voit vraiment le temps et les moyens qu'il faut pour faire ne serait-ce qu'une toute petite séquence. Par exemple, quand Lee court avec Marcus dans les bras parce que le vieux a crié, la caméra était sur une voiture conduite par un opérateur qui suivait les acteurs jusqu'à ce qu'ils se planquent derrière un arbre où attendaient 2 caméras et une partie de l'équipe technique avec des panneaux réfléchissants pour la lumière et sûrement tout un tas d'autres équipements. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce genre de plan qui paraît simple à faire est répété plusieurs fois, ne serait-ce que pour définir la vitesse à laquelle la voiture doit rouler et où elle doit s'arrêter. Et l'intérêt des 2 caméras, c'est de filmer la scène sous 2 angles différents sans avoir à la rejouer 2 fois. Donc, pour une scène comme celle-là, il faut 3 caméras. Et là, j'en profite pour m'adresser aux copains, à tous les copains de la bande de monstres de film. Vous imaginez le jour où on aura 3 caméras pour filmer une séquence? Là, on sera vraiment au top du top. Alors, pour la vidéo des 10 ans, je pense pas qu'on aura ce matériel-là. Mais ça n'empêche que la vidéo des 10 ans, elle va déchirer. Ouais, enfin, faut pas la faire à la JDG et sortir la vidéo des 10 ans 2 ans après. Ils ont eu le Covid pendant qu'ils ont fait leur vidéo. Bon, tu me diras, nous, on aura peut-être la guerre, alors. Les effets spéciaux ont été faits par ILM, et ils ont principalement été employés pour les créatures et les dégâts qu'elles font. Krasinski voulait que leur découverte se fasse petit à petit, à la manière des Dents de la Mer. Il a décidé que moins on en montrait, mieux c'était. Et j'avoue que le film est étonnant à ce sujet, parce que les créatures ont en fait pas mal de temps de présence à l'écran, mais on les voit pas complètement. Il y a que pendant l'acte final qu'on les découvre entièrement. Et leur design est très intéressant, parce que différent de ce qu'on nous sort d'habitude. Plusieurs propositions ont été étudiées avant de tomber sur la bonne. Les bestioles étaient tantôt grosses, tantôt malingres, parfois elles avaient une grosse tête avec des cornes, parfois non. Et finalement ils se sont arrêtés sur cette silhouette sans visage, aux bras cauchemardesques, longs et à l'armure craquante. Pour leurs oreilles, un des designers a imaginé une forme de coquille de nautile, ce qui a du sens vu que la forme en spirale évoque celle d'une vraie oreille. Pour simuler leur présence dans les décors du film, un opérateur portait une combinaison de motion capture et exécutait les mouvements des créatures. Et il se dit que apparemment Krasinski aurait joué une des créatures en performance capture. Alors je sais pas si c'est vrai, parce que du coup je l'ai pas vu dans le making of, donc on va prendre ça au conditionnel. En plus de la ferme, certaines scènes ont été tournées dans des décors construits pour le film. Par exemple, le haut du silo où les enfants signalent leur présence, ainsi que l'intérieur de celui-ci. Pareil pour la scène du sous-sol de la grange, qui a été tournée sur un plateau conçu pour résister à une grande quantité d'eau. Et point de vue trucage, je peux vous dire que la voiture attaquée par une des bestioles était posée sur une plateforme hydraulique qui la faisait tourner dans tous les sens. La bande originale est de Marco Beltrami. Alors, pour le coup, lui, vous commencez à le connaître, hein, ça fait quand même 4 fois qu'on aborde son travail. Pour les nouveaux et nouvelles, si jamais vous voulez savoir un petit peu qui c'est, allez voir la vidéo sur The Thing 2011, sur Love and Monsters et sur Mimic. Ah ouais, carrément, tu t'embêtes même plus à présenter le compositeur et son travail. Bah, on aurait parlé de lui il y a des mois en arrière, je dis pas, mais là concrètement on en a parlé le mois dernier. On va pas passer notre vie sur lui non plus. Concernant son travail sur Sans un bruit, je ferai plus ou moins les mêmes observations que pour des films comme The Thing, Love and Monsters ou Underwater. C'est une bande originale dont la majorité des morceaux transmettent les émotions de l'instant. Il y a un joli thème mélancolique. Qui déborde parfois dans le tragique, notamment quand il est évoqué la perte de Beau au début du film. Il y a bien entendu des moments où la musique semble s'emballer parce que quelque chose surgit à l'écran. Ou bien des moments où les notes, pareil à des jambes, courent de plus en plus vite pour échapper aux monstres.
Dans l'ensemble, et ça c'est vraiment spécifique à Beltrami, la musique semble organique. Elle gronde, elle grogne, elle respire bruyamment. Elle rappelle aussi parfois les cliquetis des monstres. Et dans le morceau Old Man, elle devient un battement de cœur, comme dans Love and Monsters. Sacha Guitry a dit « Lorsqu'on vient d'entendre une œuvre de Mozart, le silence qui suit est aussi de Mozart. » Alors, dans le cas présent, les silences du film ne sont pas de Marco Beltrami, mais ils sont aussi extrêmement importants. Parce que de la même manière que ce qu'on ne voit pas nous fait peur, ce qu'on n'entend pas nous fait peur aussi. Dans un film où on ne doit pas faire de bruit, le design sonore est extrêmement important. Et c'est la société Foley One qui s'y est collée. Depuis 1998, ils ont bossé sur plus de 200 films et sont l'équipe habituelle de Michael Bay. Et de leur propre aveu, un film comme Sans un bruit est aussi dur, sinon plus dur à bruiter qu'un Transformers. Parce que chaque son s'entend tellement bien qu'il doit être parfait. Surtout qu'à bien y regarder, le film comporte peu de passages musicaux. Certains morceaux ne durent que 11 secondes. Il y a donc énormément de bruit ambiant. Les sons d'un film, et ça c'est vraiment intéressant à voir, s'enregistrent dans une salle insonorisée et bourrée d'un bordel pas possible. Pierres, morceaux de bois, terre, sable, des palettes, des coussins, des pièces de métal, de la vaisselle, bref, tout ce qu'il faut pour faire les différents sons d'un film. Exemple, pour enregistrer les bruits de pas, le mec était soit en chaussures, soit pieds nus dans le sable, ou sur de la terre. Pour les sons physiques des créatures, les mecs ont fait craquer des pattes de crabe et des branches de céleri. Le premier a servi pour les mains et les pattes des créatures, et l'autre pour l'ouverture de l'oreille. Quant aux cliquetis qu'elles émettent, ils sont le résultat de l'utilisation d'un taser sur des grains de raisin. Les sons sont bien évidemment retravaillés sur ordinateur, ce qui fait que ce bruit de taser devient... Leur cri, en revanche, était bien différent dans les premières versions du film. Un peu trop aigu et désagréable à entendre. Et puisqu'on parle d'entendre, la retranscription de ce qu'entend Regan ajoute à l'attention du film. Son environnement à elle, c'est juste un bruit de fond, un genre de bruit blanc. Et lorsqu'on la suit dans l'action, on l'entend aussi. Ce qui fait qu'on est nous-mêmes surpris par ce qui arrive, puisque le personnage ne l'entend pas arriver, et du coup, nous aussi, on l'entend pas arriver. Bon, pour le casting, ça va aller vite. Et les dames d'abord. Emily Blunt, on la verra plusieurs fois dans notre émission, puisqu'elle a joué dans la suite de Sans un bruit, évidemment, mais aussi dans Wolfman et Edge of Tomorrow. Elle a connu une certaine notoriété en jouant dans Le Diable s'habille en Prada, et a joué depuis dans La guerre selon Charlie Wilson, Les voyages de Gulliver, L'agence, Looper, Sicario, Le retour de Mary Poppins, Jungle Cruise et Oppenheimer. Comme vous pouvez le constater, des films de tous les genres. Et encore, il n'y a pas tout. L'actrice Millicent Simmonds, qui est sourde depuis son enfance à cause d'une overdose de médicaments, joue ici dans son deuxième film, le premier étant Le Musée des Merveilles. Depuis, elle a joué dans le deuxième volet de Sans un bruit et dans 2 séries télévisées, mais elle compte bien continuer sa carrière d'actrice. John Krasinski s'est fait connaître avec la série The Office. D'ailleurs, à ce propos, quand on a fait la vidéo sur The Meg, il y en a pas mal d'entre vous qui nous ont mis des commentaires en disant « Non mais sans déconner, vous avez oublié de dire que Rainn Wilson a joué dans The Office ». Oui, parce qu'à l'époque, j'avais pas vu The Office, je savais même pas que ça existait, je savais même pas ce que c'était. Maintenant, je sais. Et effectivement, elle est très bien, cette série. Niveau série, il a aussi été pendant 5 saisons le Jack Ryan de Tom Clancy. Au cinéma, il a joué entre autres dans Jared, Away We Go, Promised Land, 13 Hours et Doctor Strange in the Multiverse of Madness. C'était court mais sympa. Niveau réalisation, il a fait Sans un bruit 1 et 2, mais aussi Blue et compagnie et quelques épisodes de The Office. Il a produit l'entièreté de la saga Sans un bruit, a participé au scénario des 2 premiers films et a aussi produit Manchester by the Sea. Le petit Noah Jupe, en revanche, a une carrière déjà bien étoffée. Il a commencé à l'âge de 12 ans avec HHHH, Bienvenue à Suburbicon et Wonder. Il a aussi joué dans Titan, Holmes et Watson, reconnu unanimement comme étant mauvais comme pas possible, Le Mans 66 et des séries comme Downton Abbey. Quant à Léon Ressom, qui passe en coup de vent, il a joué dans pas mal de films, entre autres Star Trek 6, Double Dragon, The Big Lebowski, En territoire ennemi et True Grit, et il a une très très grosse carrière télévisuelle. Pour vous donner une idée, pensez à toutes les séries que vous connaissez. Eh ben il a joué dedans. Voilà. En conclusion, Sans un bruit est un film original de par son sujet, mais relativement commun de par son traitement. Maintenant, pour une première réalisation, ça reste du bon boulot, hein. En plus, ça a été un succès critique, ça a été un succès public, et même s'il comporte des erreurs et des incohérences, je pense qu'il est suffisamment original pour qu'on évite de le laisser sur le banc. Pour le prochain épisode, on va laisser les extraterrestres de côté, et on va plutôt se concentrer sur des petites bestioles qui se reproduisent très vite et qui grandissent très vite. Wesh.